Oui, donc, rebonjour. J'ai une question effectivement sur les données, à la fois le partage et la propriété. Je vais commencer par partager une expérience. Il y a maintenant bien plus de 10 ans, le premier vol en avion pour mesurer du NDVI sur un vignoble en Argentine, c'était le vignoble qu'à l'époque je gérais. Tout ça pour dire qu'on était des early adopters, c'est les gens de technologie. Cependant, il y a 3-4 ans maintenant, j'étais en contact avancé avec Fridtjof Silence, pour ne pas les nommer. Et ce qui nous a décidé de ne pas travailler avec eux, en fait, c'est qu'ils étaient sur une interface web, mais les données étaient chez eux. Et surtout, si dans 5 ans ou 6 ans, je souhaitais changer de fournisseur, de service, je ne pouvais pas les exporter pour les réimporter dans un futur fournisseur, j'allais dire. Donc en tant que manager du domaine, j'ai dit, je ne travaille pas parce que je m'engage sur un compromis sur du long terme, et si un jour en fait je veux changer pour des raisons économiques ou des raisons techniques, ben, je suis coincé en fait. Donc je voulais juste savoir si depuis 3 ans ou 4 ans que j'avais cette situation, le marché avait commencé à répondre un peu à cette situation. Oui, alors je vais redonner quelques éléments de réponse là-dessus. Effectivement, cette notion de propriété de la donnée sur laquelle je m'exprimais tout à l'heure, elle est importante. Chez SMAG, l'ensemble des données, je ne peux pas m'exprimer pour les autres, mais elle appartient à nos clients et elle est totalement récupérable à tout moment. C'est un point qui est clairement important. Avoir des données que vous ne pouvez pas du tout récupérer et qui ne vous appartiennent plus, je pense qu'effectivement, ça pose des questions. C'est une très bonne question, et je pense que justement la prise de recul dont parlait Nina dans sa présentation, c'est typiquement une question fondamentale. J'ai un service, est-ce que je peux effectivement récupérer ma donnée? En tout cas, ça peut poser problème, ça peut ne pas en poser. Moi, il y a plusieurs stratégies. Il y a eu une crise quand même récemment aux États-Unis, on va dire, puisqu'il y a eu une grosse inquiétude de la part de la profession agricole là-bas. Et clairement, ça s'est solutionné par une espèce de compromis entre la profession agricole et un certain nombre d'acteurs majeurs de l'agriculture, qui a été justement de garantir le fait que les données pouvaient s'échanger entre les différents acteurs. Donc, moi, mon point de vue, alors en Europe, on est assez bien protégé. En tout cas, il y a une législation qui est en cours de réflexion, déjà au niveau individuel qui est bien avancé, au niveau professionnel qui avance. Donc, je pense que la remarque de Thierry sur le fait qu'une entreprise ait ses serveurs, par exemple en France ou sur le sol européen, est quelque chose qui est important, qui, à mon avis, qui présente un enjeu. Je me suis perdu dans mon discours. Non, ce que je voulais dire, oui, c'est en France, les pouvoirs publics ont également mis en place une démarche assez originale qui est de dire on va créer une plateforme sur laquelle on va pouvoir mettre à disposition des données. Là, l'idée, c'est qu'aucun opérateur puisse concentrer finalement à lui tout seul un certain nombre de données, c'est-à-dire que tout utilisateur, je suis agriculteur ou je suis chambre d'agriculture, j'ai des données de sol, etc., eh bien, je vais les mettre à disposition sur une plateforme libre. C'est un peu à l'image de, alors je ne sais pas, peut-être vous connaissez OpenStreetMap, c'est un petit peu le même concept, c'est-à-dire pour contrer en fait Google Maps et une propriété un peu, enfin une propriété, oui, des données cartographiques de Google, de créer le pendant ouvert et du coup de contrebalancer en fait ce pouvoir que pourrait avoir Google. Moi, mon opinion, c'est de dire que, et le mot est arrivé souvent, c'est agriculture connectée. Je pense que tous les opérateurs, à mon avis, sont quand même conscients que c'est un enjeu et que ils ne peuvent pas prendre le risque. Ils ne prendront pas le risque de fermer le robinet et ils ont conscience que l'enjeu est trop fort vis-à-vis de la profession, vis-à-vis de leur image, vis-à-vis de... Voilà. Et en plus, on évolue vers un monde où, on le voit, les solutions échangent, sont interconnectées. Donc à mon avis, je suis intimement persuadé que... là, je parle avec mes tripes, mais il n'y a aucun opérateur qui prendra ce risque-là, de vraiment tout fermer.
et ce serait même suicidaire, je pense, pour l'avenir et pour l'image qu'il donnerait à la profession. D'autres questions? Oui. Pour Fruition, je ne peux pas répondre en particulier. Vous parliez de relations dynamiques entre le technicien viticole et le viticulteur conseiller. Mais il y a un petit risque de relations aussi intrusives et dérangeantes, parce que à tout moment on appelle, on envoie des SMS, des mails, etc. Donc est-ce que c'est une notion que vous avez aussi évoquée ou... Je ne l'ai pas évoqué, mais je l'ai vu. Et, parce que, clairement, quand on fait une formation avec des techniciens, il faut prévoir toutes les heures de pouvoir sortir pour pouvoir répondre. Il faut être présent le week-end, etc. Donc je l'ai vu. Je pense que... Mais c'est le cas aussi dans nos vies personnelles, où on n'a plus de frontières temporelles, on va dire. Je pense qu'il y a une éducation à avoir. On s'est fait un peu submerger. On a vu qu'on pouvait être disponible à tout moment. On a vu qu'on pouvait solliciter tout le monde à tout moment. Je pense que bon, c'est bien amusé. Maintenant, il faut peut-être cadrer plus les choses. Il y a une éducation qui passe. Mais après, j'ai pas de solution. Je pense que c'est à chacun de s'adapter, d'éduquer, de dire ben non, là, je suis pas disponible, sauf en grand cas de crise. Et par contre, le fait de remplacer le téléphone, par exemple, le mail ou le SMS, ça permet aussi de dire bah, à tel moment, je regarde mon téléphone et je regarde si c'est urgent ou pas. Alors que le téléphone, il sonne, je vais décrocher. Mais, ouais. Mais en tout cas, c'est sûr que c'est un enjeu. Ouais. Ouais. Je pense que, Nina l'a dit, mais ça touche toutes les professions, en fait. Le médical, l'enseignement. Moi, je reçois des mails de la part des étudiants. Même maintenant, ils parlent en stage au bout du monde, pratiquement 24 heures non-stop. Et c'est tout de suite, en plus, avec les jeunes, la réponse. Donc, je pense que là, effectivement, il y a une éducation c'est une éducation, c'est une prise de conscience. Et aussi, après, c'est des règles de bonne pratique. On le voit, il y a des pays qui sont en avance, ou des sociétés qui sont en avance, je pense, par exemple Volkswagen, pour ne pas les citer, mais qui ont décidé de fermer leur serveur d'email sur certains créneaux, justement pour préserver les cadres et puis les salariés. Donc là, il y a des bonnes pratiques qui peuvent se mettre en place. Je crois qu'il y a des structures publiques également qui décident qu'un cadre ne peut pas envoyer, par exemple, d'email après une certaine heure ou sur certaines plages de la semaine. Je pense qu'on y viendra, on y arrivera à avoir quand même des bonnes pratiques et à se faire respecter mais il y a un enjeu.